Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. La retraite, on s'en fout. On veut pas travailler. Non mais c'est vrai, sérieux, c'est une pancarte que j'ai vue lors d'une manifestation universitaire contre la réforme toujours en cours des retraites. Et puis il y a quelques jours, je reçois sur mon mail professionnel enseignant, toujours université de Strasbourg, de la part de l'intersyndicale. Je ne savais même pas que ça existait. Métro, boulot, tombeau, voilà. C'est non. Admirez la rime. Bon bref, les réformes des retraites toujours aussi populaires. Quoi? Non, le sujet, c'est pas les retraites. Vous êtes malade ou quoi? Sinon, on va s'écharper sur le plateau en live. Et vous qui nous regardez, qui nous écoutez, vous allez briser des couples, des ménages, des familles entières, voire désunir la société. Non. Simplement, les réformes des retraites, toujours aussi populaires, j'étais en train de dire, remettre à la lumière le rapport au travail, voilà, et surtout les conditions dans lesquelles celui-ci peut être vécu. Soit, silence, comme une bénédiction, donc un bon truc, quoi, voilà, un truc chouette, soit au contraire comme une malédiction, voilà. Plus sérieusement, qu'en penser, nous, maintenant, aujourd'hui, et notamment en tant que chrétiens? Voilà, en tout cas au niveau de l'équipe, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un vrai sujet, et pas juste un sujet de dissertation, c'est un vrai sujet, le rapport au boulot. Comment on peut le vivre aujourd'hui? Est-ce que nous avons quelque chose à dire de particulier, de spécifique, au-delà des points communs que nous partageons avec l'ensemble du monde en tant que chrétiens? Voilà, donc pour une fois, c'est un vrai sujet existentiel, voilà, qui nous touche tous, qu'on soit des darons, bon bref, c'est des personnes un peu plus âgées, genre moi, quoi, voilà, ou des jeunes qui justement se posent vraiment la question du sens au travail. Bien sûr, les plus jeunes d'entre nous, puisque j'ai cité notamment 2 exemples de pancartes qui étaient plutôt au milieu universitaire. Voilà, donc ça interroge pour moi quand même. Voilà, donc autour de nous pour en parler, de spécialistes du travail, voilà. Des forcenés du boulot, j'imagine. L'équipe presque habituelle, non, elle est habituelle. Il y a Alexandre à ma gauche, voilà. Bonjour. Non, je fais genre un peu plateau télé là, Ah oui, d'accord. pour une fois. Bonjour Alexandre. Voilà, super. Anita, Bonjour les Bonjour, téléspectateurs. Philippe. voilà, qui est toujours parmi nous. Oui, toujours. Non, mais on saura pourquoi, on verra. Oui, Voilà, tout à fait. Non, puisque bon, bref, et David, Voilà, oui. voilà, Toujours au poste. toujours au poste, Fidèle au poste. fidèle. Le sujet est arrivé dans votre boîte aux lettres il y a quelques jours. Qu'est-ce qui vous a fait? Des petits guilis, des grimaces, des « Ouais, chouette, Philippe, enfin !» Yes, David? Oula. Au début. Ouais, je sais pas. Non, c'est Noémie qui fait ce genre de Oui, c'est mots vrai, ça doit être d'habitude. la place Ça doit être la place. Voilà, C'est la place de la moue, Noémie, c'est la spéciale place du- dédicace. En fait, au début, je me disais, mais je sais pas avoir beaucoup de choses à dire là-dessus. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que c'est quand même un sujet auquel je réfléchis beaucoup en ce moment. Pour plein de raisons que je parlerai peut-être. Donc c'est un bon sujet, je te remercie Philippe, D'avoir posé la question ou Ouais. d'avoir proposé. Ok, David. Qui c'est qui fait la confession aujourd'hui? C'est toi, C'est moi. Anita? Non. Ah, c'est toi? Ah, mince, alors pour toi, je t'ai donné la parole. Le mec, il est vachement dans le sujet. Bon, j'ai... On mais te lui- retire la parole. Oui, je oui, re- tout à fait. On coupera ça. Yes, Anita. Ah, moi je trouve que c'est un sujet passionnant et essentiel. Existentiel. Et on verra que c'est universel. facile pour elle d'en parler dans un instant, quoi. Ça, je ne sais, mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon sujet. Ok. Alexandre? Et pour moi, pareil, j'aime beaucoup le sujet. Donc moi, j'ai travaillé en plus dans des applications qui développent la qualité de vie au travail. Donc en Ah fait, ah. voilà, donc c'est sur le bien-être des salariés, sur tout ça. Donc c'est vraiment un sujet qui me parle. Et en plus de ça, j'ai changé un petit peu de vie là, ces derniers temps en Absolument. quittant mon travail. Donc c'est en plus d'actualité pour moi. Oh. Donc j'ai ma petite expérience en plus à Yo. raconter. Voilà. Ma Alors, petite ça n'est plus expérience. d'actualité pour toi, quoi? Le bien-être au travail? Non, je veux Pour dire, ton propre j'ai travail changé de poste. D'accord. J'ai quitté mon poste là après 10 ans de salariat. Donc voilà. Donc j'ai des petites choses, Ah. des petites explications. Ok, bon, allez, on va lancer la confession. Et cette fois-ci, c'est vraiment David. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Donc l'autre jour, c'est quelle caméra c'est ça? L'autre jour, Ah non, on recommence, s'il vous plaît. j'ai fait. C'est pas la bonne place, décidément. Donc l'autre jour, j'ai fait une chose que je n'avais plus fait depuis des années. Une chose simple, basique, assez essentielle, mais dont beaucoup sont privés ou se sont privés sans en mesurer les conséquences. J'ai mis les mains dans la terre.
Je travaille sur mon premier potager avec tous les doutes et l'excitation de la nouveauté. Et je me suis rendu compte de toutes les couches de complexité, de technologie, d'organisation, de machines, d'énergie qui sont placées habituellement entre mes mains qui saisissent une fourchette pour manger et la terre qui va fournir ma nourriture. Et ça m'est apparu en me disant, mais un geste si simple que de toucher la terre, en fait, je ne le fais quasiment plus, alors que c'est quand même ce qui me raccorde de façon essentielle à ce qui va me nourrir. Nous sommes aujourd'hui les rouages comprimés d'une mécanique compliquée, et tel un Chaplin dans les temps modernes, on s'y sent vite coincé. Et pourtant, si on se compare à l'époque de ce film, ou même 60 ans en arrière, nos conditions de travail semblent s'être améliorées. Moins d'heures de travail par jour, plus de congés payés, moins de travail harassant. Enfin, je ne sais pas, en fait. Moi, j'exerce un travail que j'estime privilégié, que je désirais depuis l'âge de 10 ans, jouer avec les ordinateurs. Révélation. Ah oui, mais il me semble que les conditions de travail de beaucoup... Il semble que les conditions de travail de beaucoup de Français soient devenues très dures. Pourquoi ? Je ne le sais pas très bien, en fait. J'ai l'impression que je suis déconnecté d'un certain nombre de vies humaines qui agissent dans mon ombre. Est-ce une perception faussée de travailleurs qui n'ont plus le sens de l'effort, qui mangent mal, entretiennent mal leur corps, sont submergés par le stress existentiel, qui les plonge dans la contemplation d'émissions minables ou de séries interminables ? Je ne sais pas. Restez, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Mais je sais que mon confort est façonné par de l'énergie, des machines et des milliers de rouages humains, de courage humain, qui jour et nuit s'activent pour que je puisse, moi, après ma journée à jouer à l'ordinateur, que je puisse mettre les mains dans la terre de mon jardin et dans le silence, les mains trop sales pour saisir mon téléphone, ce qui est une chance, pour réfléchir au sens du travail et de la vie. Jingle. Waouh. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Merci beaucoup, David. Première question pour nous ici, pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Dans quelle mesure, vous, personnellement, le boulot, c'est beau ? C'est une question que je pose du coup au plateau, là. Ah voilà. oui, parce que nous, on attendait qu'il réponde. Hein. Je n'attendais pas que l'univers me réponde, voilà. T'as dit vous, Mais tu ceci les as dit, on regardés. peut laisser téléphone. peut-être effectivement l'audience nous répondre. Le boulot, c'est beau. Est-ce que vous êtes partie de ceux qui disent, ben moi, globalement, bien sûr, il peut y avoir des jours sans, mais globalement, j'aime bien travailler. D'ailleurs, c'est une activité qui me ressource, en plus de me faire gagner ma vie au niveau économique. J'ai la chance je suis privilégié. Apparemment, David a déjà un peu répondu à cette question. Anita, Alexandre, Anita, allez, on y va, le boulot. Globalement, c'est bien. Globalement, c'est bien. Oui. Moi, en tout cas, ceux qui te connaissent ont souvent l'image de quelqu'un qui est relativement même passionné. Tu parles souvent de ton travail, tu mets beaucoup d'énergie. Enfin, c'est ce que tu dégages, en tout cas, de ceux qui te connaissent. Je suis tout aussi... T'es même presque excité, des fois, je trouve. Ah, mais complètement. Il y a des sujets qui me passionnent, il y a des projets qui m'emballent, il y a des choses qui me font rager, qui me désespèrent. Enfin, voilà, non, mais effectivement, c'est une vraie passion pour moi, le travail. Mais je peux vivre la même passion, par exemple, dans mon engagement d'église. Ok, donc c'est au-delà de la notion du travail salarié. Ça va être la deuxième question, Voilà, parce que en préparant l'émission, je me suis dit, bon, le travail, et à un moment donné, il y a quand même des arguments, notamment dans les personnes qui militent, enfin, qui manifestent aujourd'hui contre la réforme des retraites, pour dire, mais nous, on n'a pas envie de rien faire, en fait. Mais on a aussi envie d'avoir une vie après le travail, mais cette vie, c'est pas juste lazy, en train de regarder des émissions. Je vous donne les coordonnées de David, si jamais vous voulez lui piquer sa bagnole. Non, il n'a pas de bagnole. Enfin, elle est électrique. Enfin, bref, ok, on s'en fout. Si vous piquez une bagnole, c'est plutôt la mienne. Donc, bref, voilà. Merci, Anita. Et Anita, tu peux nous dire quelque chose aussi sur ton avenir proche ou tu n'as pas envie de le dire à l'antenne ? Sur mon avenir proche, oui. C'est quoi la retraite dont tu veux parler ? Voilà. Mais quoi ? Mais vraiment, on a la chance d'avoir ici, sur le plateau, quelqu'un qui, de manière relativement imminente... Ah, mais oui, et c'est passionnant, ça aussi. Ah ! C'est passer enfin à une autre vie où je vais pouvoir faire d'autres choses, tout en me préparant, je dois l'avouer, à ne rien faire aussi à côté. Faire et ne pas faire,
Ça, c'est tout un équilibre de vie. Ok, très bien. Merci pour le témoignage. Vous en saurez peut-être plus tard. Yes. On va terminer avec David sur cette question, et puis bien sûr, je vais y répondre. Alexandre, tu nous as déjà levé un peu le voile sur ton rapport au boulot. Moi, c'est beau pour toi Oui, depuis 10 ans, enfin un peu plus, maintenant 12 ans que je travaille, j'ai toujours été passionné par mon travail. Donc ça, c'est vraiment, j'ai toujours été content d'aller au travail. Je suis le genre de gars un peu énervant qui dit pendant les vacances, tu sais, vivement là de reprendre parce que ça. Il vous énerve aussi, ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que voilà, je suis passionné. J'aime mes collègues, enfin mes ex-collègues. Quoi? Ah oui, vraiment. On est des potes, quoi. Donc on était dans une ambiance vraiment familiale et tout ça. Alors je parle au passé parce que depuis 3 mois, j'ai quitté la boîte. Ok. Et tu as quitté le salariat, tu nous as dit aussi. J'ai quitté le salariat. Donc effectivement, maintenant, je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis à mon compte en tant que freelance. Et c'est une expérience qui est encore totalement différente. Donc là, ça fait 3 mois, donc je ne vais pas me réjouir trop vite, mais j'en suis très content pour l'instant, puisque je me retrouve à pouvoir aller à la poste en journée, par exemple. Avant, je faisais 8h30, 18h, donc la poste était toujours fermée. Maintenant, voilà, je peux parfois faire les courses quand il n'y a personne dans les supermarchés, des choses comme ça, que je redécouvre en fait, puisque pendant 10 ans, c'était 8h30, 18h. Donc effectivement, j'apprends un petit peu, mais sinon, toujours très épanoui quand même dans mon travail de manière générale. Ok, merci. Et puis David, tu nous as dit apparemment que pour toi... Bah oui, quasiment que j'exerce ma passion depuis des années, même si j'ai d'autres passions aussi et que parfois on se pose la question de savoir au service de quoi en fait on exerce sa passion quand on est informaticien, ce qui est mon cas, de savoir est-ce qu'on travaille pour une société de service, on va vraiment œuvrer. Donc ça m'interrogeait quand même. Mais en fait, moi je trouve que le travail c'est beau parce qu'en fait c'est quand même rendre service quelque part à quelqu'un, à une organisation, c'est résoudre des problèmes qui vont faciliter la vie d'autres personnes. Et quand on est informaticien, en fait, on crée des outils pour les gens aussi. Et donc, et moi, je trouve ça, j'adore ça. En fait, c'est faire quelque chose et de voir comment ça rend les gens contents. C'est un des arguments déjà, David. Comment ça rend les gens contents? Bah oui, c'est génial. Je parle de moi. Mais c'est bien. Faisons des ponts, des aqueducs. Et donc ça, cet aspect-là. Et le travail, c'est beau parce que je pense qu'aussi, c'est la moyen de faire des choses belles. C'est-à-dire de rendre des choses belles. Il y a une notion, je trouve, esthétique dans le travail qui est chouette. Alors, tous les travaux ne permettent pas de le faire, mais d'une certaine façon, il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Et parfois, on oublie on ne le voit plus parce qu'on est écrasé, c'est certainement une autre chose, par une organisation, par un mode de travail, un mode de relation, de direction qui fait peser une chape négative, alors que l'essence même du travail, elle, et ce qu'on produit est satisfaisant. Ok. Très bien. Et moi, là, je pourrais pas mentir à l'antenne, parce que sinon, on va me dire, Philippe, t'as fait un gros mensonge à l'antenne. Ça fait 19 ans que je suis à mon compte. J'adore ça. Voilà, soyons clairs. Donc moi, l'activité professionnelle, c'est un hobby, presque un loisir. Ça ne veut pas dire que des fois, j'en ai pas marre. Ok. Demain, par exemple, nous avons pris congé. What? À noter quand même d'une page blanche. Non, on n'est pas des stacanoïs du boulot, mais pour moi, le travail est très épanouissant. Voilà, donc ça m'éclate très souvent. Et quand j'étais salarié avant, pendant donc 10 ans, globalement, c'est quelque chose qui m'a bien plu aussi, parce que le travail avait des caractéristiques propres à ma personnalité, je pense, notamment la liberté, l'autonomie, j'étais commercial, etc. Voilà. Ok. Deuxième question quand même, est-ce qu'on peut distinguer, mais rapidement, le travail au sens économique, c'est-à-dire contre rémunération, et le fait d'être actif, d'avoir une activité ou un engagement, voilà, parce que du coup, ça pourrait changer un peu la nature de notre angle. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette distinction, Alexandre? Oui, effectivement. Alors moi, je le vois d'autant plus maintenant que je suis à la maison. Donc ma femme travaille aussi, elle est entrepreneur, photographe aussi à son compte. Et donc, mais elle a une petite activité, c'est un complément plutôt de revenus. Mais c'est vrai qu'elle est active toute la journée. Et avant, je ne le voyais pas, j'étais au boulot toute la journée. Maintenant, je suis avec elle et je me rends compte qu'elle n'arrête pas. Ne serait-ce que pour aller chercher les enfants, amener les enfants, elle a ce côté-là qu'on a voulu garder. Mais c'est vrai qu'elle n'arrête pas, parce qu'elle s'occupe aussi des courses, que je pouvais effectivement, comme je disais, moins faire avant. Et en fait, je me rends compte maintenant que je le constate. Avant, je le savais, maintenant, je le vois, quoi. Et c'est vrai que je me rends compte que même si elle a son activité de photographe, qui est une petite activité, on va dire, mais elle n'arrête quand même pas, quoi, en tant que mère, quoi. Ok, donc quelque part, on peut comprendre aussi les personnes qui disent, nous, c'est pas qu'on n'a pas envie d'être actifs, c'est qu'on en a marre éventuellement d'être broyés par le travail, donc ils ne vivent pas apparemment la réalité qu'on vient de partager. Ou alors, statistiquement, on est aberrant, là, j'en sais rien. Hein. Ouais. C'est David qui se pose la question, mais je suis déconnecté,
là ou quoi là enfin, moi j'ai ma petite opinion sur le sujet qui va pas trop vous plaire, je vous préviens tout de suite. J'en sais rien en fait, mais ok, distinction, travail et activité, toi c'est bientôt une réalité en l'occurrence, Anita. Puisque tu nous as dit que tu vas avoir des projets pour ta retraite. Alors, quelle est la distinction? La distinction, c'est effectivement qu'à un moment donné, quand on est, par exemple, salarié, je ne parle pas de l'entrepreneuriat, même si on fait le choix de son travail, même si on a eu le plaisir de pouvoir opter pour quelque chose que l'on aime, néanmoins, il y a un cadre qui est contraignant. Les subordonnés. Voilà, il y a quand même ce cadre contraignant, alors qui, à certains moments, peut être soutenant, sécurisant pour certains. Sécurisant, et à d'autres moments peut être harassant et effectivement énormément pesé. Et dire, même moi qui aime le travail, j'en ai marre. Bon. Donc je pense que c'est ça pour moi la différence. Et ça ne m'a jamais empêché d'avoir à côté aussi d'autres engagements et d'autres activités. Là, le plaisir, c'est de se dire, je vais pouvoir faire davantage des choses que je fais dans des temps très contraints et auxquels je vais pouvoir consacrer Donc un en peu fait, plus de c'est temps. l'autodétermination. C'est une espèce d'autodétermination. Je fais quoi, quand je veux, et j'ai le moyen de... Puisque, en l'occurrence, je touche une retraite plus ou moins forte, mais la liberté. C'est bien la différence, parce que l'activité en elle-même, c'est l'activité. L'activité, c'est l'activité. Punchline. Mais ça veut dire que si ta retraite est pas trop basse, tu as une sorte de sécurité quand même alimentaire qui est là, qui est quoi qu'il arrive, de toute façon, l'argent va arriver. Je pense que ce qui définit vraiment le travail et son côté un peu tortueux, c'est le fait que on est obligé de faire ça, sinon on mange pas. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Gagner sa vie, comme on dit, il faut bien payer les factures. Oui, c'est ça, gagner son pain et tout ça. Et donc là, je pense que c'est la différence entre travail et activité. C'est que travail, ça peut être une douleur qu'on est obligé d'accepter si on n'a pas d'autres moyens pour arriver à remplir le caddie et à payer les affaires des enfants, quoi. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans une situation précaire. Il y a tout un système social d'aide, de trucs et tout ça, mais c'est quand même toujours pour rester à flot, quoi, juste avoir la tête au-dessus de l'eau. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation. Et je pense que si elles étaient invitées sur ce plateau, elles n'auraient pas du tout le même discours que nous sur ce que c'est le travail. Et certainement que ces personnes-là, qui sont vraiment au bord de la noyade en permanence, elles ont des aspirations, elles ont des rêves, elles aimeraient bien faire ça, peut-être quand elles se souviennent de ce qu'elles avaient envie de faire quand elles étaient enfants et tout ça. Et je me dis que ces gens-là, effectivement, sont broyés, à 10 ans sont harassés, et je pense qu'ils sont plus nombreux que les personnes qui sont heureux de leur travail. Ok. Question suivante, tout de suite, puisque dans le lancement, j'ai dit qu'est-ce que nous pourrions en penser en tant que chrétiens, mais au-delà de ça, c'est est-ce que quand on est chrétien, que la Bible fait partie de nos ouvrages de référence, voire de chevet, est-ce qu'il y a un message contenu dans la Bible sur le rapport au travail? Est-ce que c'est une invention humaine faite pour broyer les gens, que sais-je? Donc j'aimerais qu'on se penche sur le côté lumineux, sachant qu'il y a certainement un côté du coup obscur, donc le côté malédiction. Qu'est-ce que dit la Bible pour estimer que ça peut être aussi une bénédiction, entre guillemets? Quels sont les éléments qui pourraient caractériser le travail comme étant un bien, comme quand Dieu dit et c'est bon, dans le livre de la Genèse. Voilà un premier élément pour notre audience. Moi, je reviendrai sur l'idée du beau. Qui est que on est un peu donc les textes de la Genèse, il y a plusieurs reprises justement ce travail la terre, parce que c'est ça qui m'a fait penser aussi à cette expérience un peu de bobo de retrouver son potager, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose de très important. C'est un peu une sorte de mission d'être le jardinier de ce monde aussi, et de l'entretenir, de le rendre beau, de le protéger. Alors bien sûr, on sait très bien que on en a déjà parlé de ces versets qui peuvent laisser penser aussi qu'on a carte blanche pour tout, dominer la terre, assujettir la terre, et faire tous les on vous renvoie à d'autres émissions là-dessus. Mais en tout cas, dans cette notion de jardinier, il y avait quand même cette notion de prendre soin, de rendre beau, et de savoir qu'il y a un travail permanent en fait pour que les choses soient entretenues. Ok, je m'étais noté ça aussi comme argument, parce que l'air de rien, l'émission est préparée, n'est-ce pas? Contribution au monde, j'avais noté sur ma tablette. Contribution au monde, j'avais noté à côté 2 points, espace, bien commun. Voilà, donc à un moment donné, avec sa petite tâche qui peut paraître petite ou grande tâche, on contribue à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, à un bien commun, que ce soit un produit que je peux acheter parce que quelqu'un a contribué à sa fabrication, que ce soit un programme informatique
je sais que ça va te faire du bien, ça, David, qui à un moment donné me facilite la vie tous les jours et je me rends même pas compte tellement que c'est facile, mais le jour où ça tombe en panne, je suis là, mais il est où le DSI? Ok, directeur des services informatiques. Voilà, bien commun. Donc j'ai été noté le même argument. C'est pour te faire du bien, c'est une émission spéciale pour toi, David. Toujours sur les arguments bibliques, comme quoi c'est une bénédiction, Anita? Je pense qu'avant même d'être une bénédiction ou une malédiction, c'est intrinsèque à l'être humain. Wow. C'est dans son fonctionnement. Oula. C'est dans son activité et cela contribue, je veux dire, c'est une expression de sa vie, cela contribue à son équilibre de vie. Quand on voit par exemple une des premières tâches que l'on voit faire à Adam et qui est confiée par Dieu, alors qu'on imagine ça comme étant un mythe ou comme quelque chose qui s'est passé dans le temps, on voit que Dieu fait passer devant Adam l'ensemble des animaux en leur demandant de les nommer. Eh bien, c'est une première activité. Nomenclature, quelque part. Une nomenclature, tout à fait. Alors, d'observation, d'expertise, enfin, tout ce que l'on veut. Mais, en fait, c'est comme si Dieu permettait à l'être humain de découvrir qu'il peut voir, nommer, décider, agir. Et bien sûr, il y a aussi le fait de cultiver son jardin, de pouvoir aller de par le monde, de développer quelque chose. Donc, je pense qu'il y a un élément qui fait partie du bon fonctionnement de l'être humain. Okay. Et de ce fait, ça peut être une bénédiction, comme ça peut être une malédiction. Ok. Alexandre? Ouais, et donc je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Et pour compléter un petit peu juste sur mon expérience personnelle, pour moi, le travail est une bénédiction et je l'ai vraiment reçu comme ça. C'est-à-dire que je priais pour avoir un travail. Et pour moi, c'était une réponse aussi de Dieu à ma prière. Donc, une bénédiction. Donc tu impliques Dieu, y compris pour tes prières concernant ton travail, apparemment. Ce qui peut paraître évident pour des personnes qui sont dans le milieu, ok, mais peut-être pour une partie de notre audience, c'est « What ?» Ouais, c'est ça. Et en fait, je me rappelle très bien, justement, avant d'avoir ce poste, il y a une dizaine d'années, j'étais dans la voiture pendant un quart d'heure avant, parce qu'on arrive toujours un peu avant l'entretien d'embauche. J'avais vraiment fait cette prière de dire à Dieu. Okay. Je dis toujours, oui, okay. Pour les Alsaciens, je sais pas. Et ouais, j'avais vraiment demandé à Dieu, si c'est ta volonté que je sois là, et voilà, et si je peux aussi être à ma place dans ce travail. Et je pense que ça a été le cas, parce qu'après, effectivement, je me suis vraiment senti formé. Et c'est comme ça, je vous dis vraiment comme j'ai ressenti, comme si Dieu m'avait mis là aussi pour que je sois formé. Et donc, pour moi, ça faisait partie de son plan, entre guillemets. Donc, pour moi, le travail fait partie forcément... Ok, donc en tout cas, c'est intrinsèquement lié à ta vie spirituelle. Exactement. De croyant. Tu impliques Dieu, tu pries pour le travail. C'est ça. Et juste pour compléter, il y a même des choses que je faisais pas au début. C'est-à-dire qu'au début, je n'osais pas prier ou demander des choses à Dieu pour des problèmes au boulot. Parce que je me dis, je sais pas, parce que moi aussi, je travaillais dans l'audiovisuel. Si le serveur, il est cassé, je vais pas demander à Dieu, je suis au travail. J'avais vraiment dissocié. Ah ouais. Et en fait, je me suis mis à le faire. Vaut mieux appeler le DSI, c'est ce qu'il dit. Voilà, vaut mieux appeler le Dieu DSI. Voilà. Le Dieu des services informatiques. Ok, d'accord. Voilà. Petite idée, bien sûr. Hein. Mais en fait, je pense que même dans le travail, Dieu a sa place aussi. Et alors, même pour des problèmes de stress, des problèmes humains, ça m'est arrivé d'aller dans les toilettes pour prier, parce que vraiment, des fois, j'étais pas bien, et de demander à Dieu aussi, voilà, vraiment qu'il puisse intervenir, même au travail. Ok. Et moi, je m'étais noté aussi un autre élément, c'est le principe de responsabilité que je vois souvent dans la Bible. Il y a quelques versets qui peuvent paraître un petit peu difficiles. Bon, il y a quelques catégories dans la Bible, la veuve, l'orphelin notamment, qui ont le droit d'être pris en charge par la communauté. Mais sinon, globalement, il y a un message biblique dans l'Ancien et Nouveau Testament. Et l'étranger. Et l'étranger, mais tout à fait. Bref, vous avez noté, il s'est passé quelque chose là. Voire d'autres sujets d'émission, mais je l'ai omis sciemment en plus. Je suis vraiment un enfoiré. Où la Bible fait la différence entre la charge et le fardeau. Voilà. Donc la Bible, en gros, dit notamment au Nouveau Testament que chacun porte sa propre charge, soit responsable, voilà, et celui qui ne mange pas, qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous avez un verset sur la paresse, contre la paresse, dans Proverbes 6, 11, qui cogne assez dur. Par contre, que chacun prenne sa charge et que personne soit un fardeau pour les autres, mais que vous aidiez quand même les autres à prendre le fardeau des autres. Enfin bref, il y a une notion de distinction entre le mot charge et le mot fardeau. Donc je trouve qu'il y a un principe de responsabilité globalement dans la Bible par rapport au fait de se prendre en main et de travailler. Voilà. David, peut-être avant de voir les autres arguments hors bibliques sur en quoi le boulot peut être une bénédiction. Alors l'époque biblique, c'est une époque encore très agricole.
où les sociétés n'étaient pas encore très complexes, en fait. Il y avait quand même pas beaucoup de couches. Et je reviens là-dessus parce que c'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup. C'est vraiment la complexité de la société. Et bien que je sois informaticien, je suis très intéressé par les questions de low-tech, c'est-à-dire vraiment quelle est la complexité technique qui est nécessaire pour faire tourner une société. Et c'est-à-dire le nombre de personnes, le nombre de métiers spécialisés. Parce que le problème aussi de nos jours, c'est qu'on a des métiers qui sont très spécialisés. Donc on est vraiment dans des étroitesses de tâches qui font qu'elles sont très répétitives et tout ça. Et je me dis qu'à cette époque-là, de se dire qu'on est en responsabilité d'autres personnes, ça veut dire on travaillait sa terre, on apportait la nourriture, on réparait la maison, on faisait beaucoup de choses soi-même. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui participe, qui fait que voilà, on se sentait vraiment en responsabilité directe de la sécurité alimentaire et physique des personnes dont on avait la charge. Aujourd'hui, moi, je travaille sur un programme qui va aider dans un truc. Ouais, voilà, c'est un grand monde avec des couches de complexité qui fait qu'en fait, on dépense beaucoup d'énergie pour faire tourner le système plutôt que pour vraiment apporter ce que les gens ont besoin au final, c'est-à-dire avoir un toit et à manger. Ou en tout cas le voir, ou le percevoir peut-être. Juste, peut-être encore quelque chose avant qu'on aborde d'autres arguments hors bibliques. C'est aussi dans la suite de ce que je disais tout à l'heure, en disant que c'est un élément essentiel de la vie de l'être humain. Je le vois Anita. aussi, par exemple, dans la parabole de ce qu'on appelle l'ouvrier de la 11e heure. Ouais. Puisque dans cette histoire... C'est celui qui arrive en dernier, qui touche la même chose que les autres. Voilà, c'est ça. Il touche, à la limite, il va travailler 1 heure au lieu de 12. Il a le même salaire que les mecs qui sont là depuis 6 heures. Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, cela nous parle aussi du royaume de Dieu. En disant qu'importe c'est une image, c'est clair. Voilà, que vous soyez venu à Dieu dès votre enfance. Ou à 88 ans. Voilà, qu'importe. Bon. Mais n'empêche qu'il y a quand même cette référence au travail. Ouais. Et ce que j'y vois aussi, c'est de dire que ça peut être une vraie bénédiction que d'être assuré d'avoir un travail. Ça reprend un peu nos échanges. Et de se dire, je commence ma journée, je travaille, je sais que je vais être payé à la fin de ma journée. Et que celui qui n'a pas trouvé de travail, il va avoir une dose d'anxiété, de stress, de crainte, en disant qu'est-ce que je ramène à la maison, qu'est-ce que je vais manger. Et c'est donc aussi, j'allais dire, le plaisir du travail d'être rassuré sur ce que je vais manger, alors que je le gagne directement en creusant la terre ou que je l'achète. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi, je pense que la conception dans la Bible du travail, c'est le bien que ça fait à la personne et son utilité. Et qu'importe après, tu mets l'effort que tu dois mettre et qui peut être différent de l'un à l'autre. Ceci pouvant dépendre évidemment du mode de rémunération, puisque moi j'ai passé un paquet d'années 100% au variable avant même d'être à mon compte et j'avais la sécurité assez théorique en fait. Il y a mon statut qui était salarié, mais ma rémunération dépendait full de mon chiffre d'affaires. Et bien sûr, en tant qu'entrepreneur, même s'il y a des sécurités qui se construisent au fur et à mesure, parce qu'il y a des partenariats, il y a des contrats récurrents, on commence à avoir un fonds de commerce, évidemment, il y a des sécurités. Mais c'est clair qu'il y a un côté très rassurant à mon délai de savoir que le minimum, au minimum syndical, sans jeu de mots, soit assuré. Qu'est-ce que pourrait dire une partie de notre audience en disant le boulot c'est beau, indépendamment de toute considération biblique ou religieuse? Est-ce qu'il y a des arguments aujourd'hui dans le monde, notamment du développement personnel, développement professionnel, qui nous disent le boulot c'est beau? Voilà. Ok, alors j'y vais. Ah non, mais j'y vais. Je suis un ancien praticien de bilan de compétences. Moi, je pense qu'en partie, le boulot, c'est beau parce que c'est une activité qui nous permet de découvrir et d'exercer nos talents. Nos talents, et les professionnels reconnaîtront dans les talents les 3 savoirs. Je peux exercer mes savoir-faire, donc des compétences qui peuvent être techniques, où je réalise des choses, mes savoirs, c'est-à-dire mes connaissances. Je suis très doué dans tel domaine, je capte vite, j'ai beaucoup de notions, et bien sûr des savoir-être aussi. Il y a des jobs dans lesquels notre compétence, entre guillemets, est liée à notre façon d'être, nos attitudes, nos comportements, les soft skills, comme disent les anglo-saxons. Donc je crois qu'indépendamment de toute considération chrétienne, le boulot peut être l'occasion de dire mais je suis vachement bon dans mes mains, je suis vachement bon en réunion, j'arrive bien à déminer des conflits entre collègues, j'ai des trucs en moi qui du coup s'illustrent dans des cadres professionnels. Voilà, c'est un argument que je peux trouver, le développement de ces 3 savoirs, savoir-faire, savoir et savoir-être. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, ouais. Je propose 1 minute d'auto-glorification pour cette diatribe. Et tu as raison, l'utilité sociale, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de se dire je fais quelque chose qui sert aussi à d'autres. Et je pense qu'on aime ça en tant qu'être humain, se sentir utile pour quelqu'un d'autre.
Après, parfois on a une suractivité. David. Et qu'en fait, on remplit notre vie d'activité ou de travail, et puis on se laisse un peu submerger, ou on se met un peu à la limite de la submersion, et on perd, je fais le lien avec l'excellente émission sur la méditation que vous verrez ici, là. Ne suivez pas le doigt, hein. Vous savez, c'est comme le truc... Il doit y avoir une vidéo qui doit se rajouter. Hein, regardez la lune, pas le doigt. Tâche pour le technicien. Ce que je voulais dire, c'est que il y a l'activité, la suractivité, et il y a les moments de silence ou d'arrêt où on s'arrête de travailler, où on fait quelque chose. En tout cas, on arrête de faire marcher sa tête et on fait quelque chose de plus, peut-être de plus manuel, de plus simple, de plus silencieux. J'essaie de voir donc un argument en faveur du boulot, c'est qu'on est aussi dans l'action avec le corps, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est bien. Effectivement, il y a quelque chose moi, je fais un travail très intellectuel. Oui. Et je sais que... T'es posté, t'es devant l'écran, j'imagine, toute et en la fait, journée. je manque de travail physique et je manque de faire bouger mon corps là-dessus. Et je me dis que c'est pour ça que ça serait chouette d'avoir des métiers qui sont un peu variés aussi dans l'équilibre entre le travail intellectuel et le travail physique. Et quand les deux sont ensemble, à ce moment-là, le travail devient aussi une respiration. Parce que parfois on fait un travail, on est justement tout le temps en interaction avec les autres ou tout le temps en pression, et à ce moment-là en fait on n'a aucune respiration intérieure, ce qui fait que le travail devient harassant. Mais ça, c'est pour le côté malédiction dans un instant. Moi, ce que j'aimerais retenir, David, si tu permets, c'est que quelque part, le fait d'être en activité à un moment donné peut aussi avoir une vertu un peu thérapeutique. C'est bien connu à un moment donné, hein, notamment pour ceux qui sont très dans le mental, j'en fais partie éminemment, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, me concernant bien sûr, et je me mets dans l'action, et puis même si ce n'est pas forcément des tâches liées à la Terre, il y a un côté thérapeutique à être dans le mouvement, être dans le corps, être dans l'action, dans l'activité. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que des fois, quand on est privé de travail, on peut facilement tomber dans une oisiveté contemplative où on regarde des choses, on ne fait plus grand-chose parce qu'on n'a plus l'estime de soi. Ça. Et finalement, c'est dommage parce que parfois, il suffit, même si on n'a pas de travail, qu'on en cherche, qu'on attend une offre, de se mettre à faire quelque chose, de bouger. Ça permet de ne pas tomber dans des ruminations qui sont délétères pour la propre image de soi, parce qu'en plus, on perd son temps, on a l'impression de ne pas être utile, de ne pas vraiment gagner de l'argent, et voilà. Et donc, je pense que là, on tombe dans des choses où on rentre dans des distractions, c'est pour ça que je fais le lien avec ce qu'on s'était dit, dans des distractions permanentes qui nous empêchent et de travailler ou de jouir de ce silence. Ouais, c'est ça. Ok, malédiction. Philippe, pour finir, juste, je rajoute quand même. Je voulais lancer une malédiction là. Ouais, et je ferai peut-être l'effet contexte avant la malédiction. On a complètement. Mais ça tombe bien parce que complètement zappé. Non, mais je vous ai dit. En fait, j'ai laissé parce que je me suis dit l'effet contexte. Ils vont faire une bonne transition vers la malédiction. Ah non, mais incroyable. Et juste pour finir sur les points positifs, pour moi aussi, c'est vraiment le côté. On fait partie aussi d'une communauté quand on est au travail, puisque on est avec ses collègues. Voilà. Et en fait, et moi j'ai vraiment vécu ça, ce que je vous disais avant. Mais t'as dit que t'aimais même tes collègues. Ah oui, moi mes collègues, je les aime, mais vraiment. Mais j'ai pas peur de le dire. Voilà. Non, mais l'équipe, on travaille pour certains depuis plus de 10 ans ensemble, on est des amis. J'ai des amis que j'ai fait rentrer parce que j'étais chef d'équipe en tant que salarié aussi, qui étaient très compétents, mais aussi des amis. Donc en fait, et moi j'ai ce truc-là depuis 3 mois où je suis plus avec eux. C'est ce qui me manque. C'est le petit café du matin où on discute, où on se raconte un peu nos vies. Et ça, pour moi, c'est essentiel dans le travail. Ok. Et du coup, fait et contexte. Alors, les faits et contexte. Voilà. On aborde des malédictions. Voilà. Alors, donc je commence par virez-moi l'animateur. Positif quand même. Alors, le boulot, métier, emploi, profession, job, tous ces termes pour dire que le travail occupe une grande partie de notre vie et il est souvent considéré comme une source de fierté, d'accomplissement, nous l'avons dit. Malgré tout, de nombreuses personnes éprouvent également de l'insatisfaction, du stress et de l'épuisement. La pandémie de Covid-19 a eu un impact important sur le marché du travail en France et dans le monde entier. De nombreux employés ont été contraints de travailler à distance ou subir des réductions de salaire. Cette situation a incité certains travailleurs à réévaluer leurs priorités et à chercher des emplois qui offrent plus de flexibilité, de sécurité, de bien-être et parfois, ou surtout, plus de sens. Depuis le début d'année, le débat sur la réforme de retraite aura ravivé les discussions, nous l'avons dit, notamment sur la pénibilité et les carrières longues. Mais en arrière-plan se dessine un véritable enjeu de santé. La France est toujours considérée comme un mauvais élève en matière de qualité de vie au travail en Europe, pour répondre à David qui disait mais est-ce qu'en France et donc quelques chiffres pour
pour apparemment, c'est vrai, d'après les stats. Hein. Voilà, et donc dans les dingue, chiffres, une enquête réalisée en début de cette année, donc 2023, a révélé que plus de 70% des salariés estiment que leur santé psychologique est partiellement ou totalement liée à leur emploi. Et donc toujours 70% de salariés déclarent être angoissés à l'idée de devoir travailler plus longtemps. Donc ce qui est quand même énorme. Et le dernier chiffre, c'est 40% des salariés se disent épuisés au travail quand même. Donc effectivement, on est presque à la moitié. Les causes du mal-être dans leur profession peuvent être multiples, allant du contexte social et économique aux facteurs plus personnels, mais le management est souvent mis en cause dans la dégradation du moral des employés. Les pressions pour respecter les délais et les difficultés de communication avec la hiérarchie sont souvent pointées du doigt. Il y a peu d'efforts réalisés en matière d'ergonomie de bureau ou d'espace de travail, et aussi, on remarque en France un manque de formation des employés. En tout cas, on est aussi un peu en dessous en Europe, qui contribue à la fatigue et au stress. Et donc, pour finir, depuis plusieurs mois, nous entendons parler de grandes démissions ou d'une épidémie de flemme, mais pourtant, le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 2008. J'ai regardé hier sur le site de l'INSEE. Ok. Le pauvre Alexandre, comme j'ai zappé les faits et contextes, il a parlé très très vite. Je suis allé très très vite parce qu'il y a des choses qu'on avait déjà dites, mais c'était surtout pour redonner les chiffres et puis parler du taux de chômage quand même. Et ça fait une belle transition. Ça fait une superbe transition. Commençons tout de suite par, est-ce que la Bible évoque le côté pénible du travail, c'est-à-dire le côté où le travail est devenu, ou a aussi un côté un peu, oh là, le travail c'est un peu une malédiction. D'abord d'un point de vue biblique, et puis ensuite effectivement on enchaînera sur quels sont donné les facteurs qui peuvent expliquer que le travail devienne pénible, devienne angoissant, et du coup devienne évitable en fait, on essaie de l'éviter. En tout cas, pas au point de travailler trop longtemps. Anita, je vois que tu dodelines de la tête. Je dodeline. Oui, on le voit apparaître dès les premiers chapitres dans le livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, où on voit qu'il y a une rupture à un moment donné entre Dieu et l'être humain, ce qu'on appelle dans la Bible péché, qui est le fait de rater la cible, de ne plus être en connexion avec Dieu, si pour le dire autrement. Et à partir de ce moment-là, il y a un impact sur l'ensemble de la vie de l'être humain. Dont le travail. Dont le travail, qui va devenir pénible. Donc la Bible nous dit oui, effectivement. C'est le mot utilisé, je crois, d'ailleurs, dans la Bible, pénible, dans les traductions françaises. Pénible, et il y a la notion d'effort, de sueur. Et, alors, avant, je pense que l'effort était le même, la sueur était la même, mais simplement, il y a une pénibilité qui se rajoute du fait de la déconnexion avec Dieu. Et ça, c'est quand même, me semble-t-il, important à retenir. Oui. Toujours dans les arguments bibliques, dans quoi la Bible nous alerte sur les effets pervers potentiels du travail. Donc on note déjà une pénibilité qui serait liée à la chute d'après... Enfin, c'est pas d'après Anita, c'est d'après Genèse, même si parfois... Non, ok. Qui est liée, je pense, à la déconnexion avec Dieu. Et tu as très bien dit, liée à la déconnexion avec Dieu. Ok, d'accord. Alexandre, sur côté biblique, pénible, attention, le travail peut devenir... malédiction, il n'y a rien. Je réfléchis un petit peu sur le côté, justement, avec la hiérarchie. Je reviens un peu plus tard. non, mais sur le côté, effectivement... Je rappelle qu'ils ne sont pas les questions avant l'émission, quand même. Hein. Soyons un peu indulgents. Hein. Moi, je fais le cacou, mais parce que j'ai tout noté, quoi. En fait, le défi pour moi, c'était ma relation aussi avec la hiérarchie, parce qu'on a vu souvent, c'est le management, c'est la hiérarchie qui peut mettre la pression, tout ça. Mais la Bible nous encourage aussi à respecter notre hiérarchie, et c'est vrai que moi, c'était un défi pour moi dans le travail, de ne pas être tout le temps, le petit français râleur, on n'a pas eu les augmentations, on n'a pas eu ça et tout ça. Mais moi, je pense aussi qu'en tant que chrétien, on doit respecter les autorités, même au travail. Et alors, bon, je dis pas qu'il faut être d'accord avec tout. Oui, tu m'as pas l'air de te laisser faire à un moment donné... Voilà, mais de pas être non plus dans cette ambiance-là, de baisser la direction, de toute façon, c'est comme ça, et puis ils sont là-haut, c'est les méchants, nous, on est les gentils. Enfin, et je pense qu'effectivement, bibliquement, il y a aussi un peu cette approche de respect des autorités, même dans le travail, en fait. Ok, je me suis noté, avant de laisser la parole à David là-dessus, dans la Bible, notamment Jésus nous alerte sur la tentation qu'à un moment donné, le travail devienne une exploitation, et notamment au niveau du salaire injuste. Il parle du salaire injuste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous exagérez, vous qui embauchez, donc il y a la notion de salaire juste dans la Bible, c'est aussi biblique. Voilà, donc c'est une alerte sur une éventuelle déviance. D'ailleurs, une rémunération juste fait partie des éléments de la QVT, donc de la qualité du travail. C'est certainement pas le premier élément, mais à un moment donné, un minimum de rémunération qui soit cohérente fait partie des éléments de bien-être au travail. Donc la Bible en parle.
Ouais, juste pour rebondir sur le salaire, il y a quelque chose qu'un collègue me disait récemment, un manager me disait récemment, dans la bouche d'un manager, c'est marrant, mais je trouve que c'est assez vrai. Il me disait, souvent, le salaire n'est pas un critère souvent, le salaire est un critère d'insatisfaction, c'est-à-dire que si on n'est pas assez bien payé, voilà, ça va pas, mais c'est rarement un critère de satisfaction. Tout à fait. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté parce que ces derniers temps, j'étais très bien payé quand j'étais salarié, et pourtant, ça me plaisait plus. Alors que j'ai jamais été aussi bien payé de ma vie, mais ça me plaisait plus. Je suis quand même parti. Et tous mes collègues, quand ils me apprenaient mon salaire, ils me disaient, mais tu pars, mais t'es fou, en plus tu vas être à ton compte. Et c'est vrai que le salaire n'est pas du tout un critère de satisfaction. Et ça, je l'ai expérimenté. Ouais. Moi qui ai beaucoup bossé sur la motivation au travail, notamment des chercheurs comme Herzberg, il dit clairement que la rémunération ne fait pas partie des facteurs de surmotivation. Fait partie des facteurs minimum syndical, sinon ça ne va pas. Mais moi, je m'étais fait une réflexion à ce sujet. Je m'étais dit que quand on a un salaire très bas, peut-être que les gens autour de nous, et l'hierarchie autour de nous, s'autorisent plus à nous maltraiter parce qu'ils considèrent, d'une certaine façon, on a déjà une sorte d'image dégradée parce qu'on a accepté un job qui paye juste le SMIC, qui paye une sorte de minimum, et qu'à ce moment-là, en fait, déjà, ça ouvre le fait que l'injustice sociale est posée, que cette personne-là a un minimum qui est vraiment très bas, et dans certains métiers, même des métiers qui ont des responsabilités, ils ne sont pas beaucoup au-dessus du SMIC. Et je pense que ça, d'une certaine façon, ça libère encore plus en fait la liberté d'être dur avec ces personnes-là. Okay. Voilà. Donc je pense qu'il y a comme ça un rapport inversé de la hiérarchie par rapport à ceux qui gagnent moins, qui le rendent finalement inutilement, mais volontairement difficile. Ok. Et toujours au niveau biblique peut-être. Oui, alors l'autre chose alors moi je pensais à des choses qui montrent un peu l'incertitude, cette question de l'incertitude du résultat du travail, des pêcheurs qui passent leur nuit à pêcher et qui ne trouvent rien, et Jésus intervient là-dedans, toujours en leur disant en fait il ne dévalorise pas les efforts qu'ils ont faits, et en même temps il essaye de les rendre attentifs sur le fait qu'il ne faut pas avoir une peur constante du lendemain, et qu'il faut s'en remettre à Dieu aussi, ce qui n'empêche pas de travailler, ce qui ne veut pas dire qu'on attend que le poisson saute sur la plage, mais que on doit avoir une vision de la vie qui est qu'on est heureux de travailler, et en même temps on accepte qu'on n'est pas en contrôle de tout, et que des choses vont arriver. Et ça me faisait penser à un autre texte qui est aussi magique, c'est l'histoire de Job, pas de Steve Jobs. Et le job, le travail. C'est ça. Mais David, tu es inspiré, c'est énorme. Oui, de Job, qui, comme ça, travaille beaucoup, qui met sans confiance en Dieu, et puis qui finalement se rend compte qu'il y a des tribulations qui lui arrivent, et il perd ses terres, il perd beaucoup, et en fait, il s'accroche toujours quand même à sa foi. Tout à fait. Il surmonte cela pour arriver finalement à une prospérité à la fin de sa vie, pour sa retraite peut-être. Et donc, je pense que ça illustre beaucoup cette angoisse permanente que l'homme a. Je pense que depuis qu'il a conscience qu'il est tout nu dans le monde, et que voilà, et il a une course permanente pour se créer des outils pour domestiquer le feu et à s'assurer une chose. Et en même temps, il y a cette question existentielle qui est est-ce que j'arrive à faire confiance encore que à chaque jour suffit sa peine, et que je vais pouvoir manger demain sans avoir besoin de gloutonner et justement d'assujettir tous les gens qui sont autour de moi pour me donner une illusion de sécurité. Je m'étais noté 2 autres éléments d'avertissement dans la Bible. Un, la nécessité du repos. Oui, tout à fait. Quel qu'il soit, à un moment donné, qu'il soit dominical ou à un moment donné en fonction des rythmes de vie. Donc le repos, le Shabbat, Dieu créateur qui dans la Genèse se repose. Et peut-être à l'inverse, je crois que la Bible ne nous encourage pas à être rentier, clairement. Je pensais que là tout le monde allait être d'accord avec moi là. Non, c'est vrai. Je m'attendais à avoir un truc. Et d'ailleurs, la libération des têtes à intervalles réguliers est aussi fait pour ça. Rentier au sens accumuler pour soi et pour avoir une sécurité. Je rebondis au sens. Je peux me réjouir. Si, la Bible, je pense, elle amène à se réjouir de ses réalisations et de ses possessions, mais pas au point d'être rentier dans le sens négatif du terme. De ne rien faire, c'est ça. Oui, c'est-à-dire de viser, je trime, j'accumule pour avoir une espèce de sécurité totale, absolue.
Oui, oui, exact, voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, quand même. Non, mais, Non, mais au début, je ne voyais pas. Et il y a cette les parabole références. des pièces qui sont données aux différentes personnes et celui qui la met de côté pour ne pas la perdre et à qui Jésus lui reproche, enfin les un talents, personnage, ouais, les talents, c'est ça, lui reproche de ne pas les avoir utilisés. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans une approche de rentier, finalement, on a peur de tout et finalement, on n'a plus envie de réaliser des choses soi-même. On veut surtout c'est un vrai avertissement survivre. biblique. Hein. Donc, si vous intéressez pas encore à la Bible, vous voyez le nombre de trucs hyper pertinents qu'on y trouve. Tout à l'heure, on a évoqué aussi, Anita. que la Bible nous parle de la manière dont on doit traiter nos autorités, mais inversement, il y a aussi des mots qui sont donnés pour les managers. En disant, tu dois ne pas oublier, j'allais dire, dans la manière dont tu prends soin de l'autre, tu ne dois pas exercer ton autorité, ton pouvoir au-delà de ce qu'il faut, sachant que toi-même, tu as un maître qui est au ciel. Hein, c'est ça qui est dit aussi. Donc, ce qui est bien dans la parole de Dieu, c'est que l'on trouve des éléments, que l'on soit salarié, indépendant, que l'on soit patron, ouvrier, on trouve des éléments. En tout cas, il y a des principes directeurs. Voilà, et qui sont en fait la notion du respect et du non-abus, en fait, du non-abus. Ouais. Et la sincérité de chacun, je crois aussi. Là ? La sincérité, le fait d'être loyal, de faire honnêtement les choses. D'accord. Avant de terminer peut-être avec une dernière question, Alexandre, un complément sur le côté malédiction? Non, j'ai été assez complet, je crois. Ok, petite question provoque pour terminer, puisque dans un des articles de la revue de presse, il y avait un chercheur, je crois, en sociologie qui disait « Non, les Français ne sont pas flemmards, ils sont juste fatigués ». Qu'en pensez-vous? Oui. Oui, donc ils sont plutôt fatigués que flemmards. Oui. C'est une tentation qu'on peut avoir. Moi, je ne pense pas que les gens soient plus flemmards qu'ailleurs. C'est idiot ce débat. Enfin, je trouve personnellement qu'il est idiot, mais oui, considérons les conditions de travail que nous avons en France. Et globalement, notre journée de travail est intense. Et j'allais dire, même moi qui suis passionné de mon boulot, parfois j'en ai ras-le-bol. Ok. Voilà. David Ouais, moi j'ai l'impression, effectivement, même si je le mesure mal, qu'en France, on a vraiment un problème, peut-être qu'on rencontre aussi dans les écoles aussi, une façon de gérer la vie collective, le travail collectif et le travail individuel, les objectifs, quelque chose qui est un petit peu en souffrance, un peu malade, et effectivement, je ne sais pas comment on peut changer ça, et dans l'éducation nationale, et dans le monde du travail, pour arriver à remettre des choses simples, finir plus tôt les journées, et plutôt que d'avoir ce qu'on appelle le présentisme là, le présentéisme, le fait de rester au bureau jusqu'à une certaine heure, parce que ça fait mal, c'est mal vu de partir plus tôt et tout ça. Et ce qui est culturel en France. Ouais, c'est ça. Et donc je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on arrive à dépasser et qui nous font souffrir inutilement, c'est ça qui est bête. Ok, très bien, sur cette question un peu provoque, mais qui fait partie des titres qu'on peut voir dans la presse, hein. Ça faisait partie de la revue de presse, hein. Donc flemmard, fatigué. Pour moi, il y a effectivement... on pourrait percevoir ça comme de la femme, mais je pense que les gens ont aussi envie de profiter de la vie. Et moi, ça s'est vraiment déclaré. Et pas forcément au sens oisif, puisqu'on a fait la distinction tout à l'heure entre travail rémunéré et être actif, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et moi, là, depuis mon changement de vie récent, il y a des petites choses toutes bêtes. On n'avait jamais fait de voyage de noces avec ma femme en disant, depuis qu'on s'est mariés, on n'était jamais partis. Et là, indépendant, on va faire 15 jours où on va partir. Mais c'est des trucs qu'on n'a jamais pris le temps, parce que depuis toujours, c'était ma carrière. Plein de clients là-bas. Voilà. Ouais, je fais confiance. Vivre à Malaga, en Espagne. Non. Mais en tout cas, voilà. Et il y a un truc aussi où on a envie de profiter, quoi. La dernière fois, il y avait grève, on avait les enfants à la maison. On a pu aller au bowling, quoi, en semaine. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Et c'est un truc où c'est pas que je suis feignant, c'est pas de la flemme ou quoi. C'est que j'ai un nouveau rythme qui me permet maintenant de profiter un peu plus de la vie et d'avoir plus de... alors c'est un luxe, hein, j'en suis conscient de pouvoir le faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de ces aspirations-là, de se dire, c'est quand que je vais profiter de ma vie? Est-ce que je dois attendre la retraite? C'est un luxe peut-être, mais enfin, tu en payes quand même le prix, puisque tu as dit que tu as quitté la sécurité d'un niveau de revenu très attractif. Tout à fait. Donc juste pour remettre... Bien sûr, non, j'ai baissé mon niveau de vie. Oui, c'est un choix. Donc tu as fait un choix, de vie qui coûte quelque chose. Tu en récupères des gains, mais... C'est la question du projet personnel et des choix. C'est ça qui est important. Donc il y a une forme de courage et aussi donc de coût. Personnellement, vous commencez à me connaître. La question, sont-ils flemmards ou sont-ils fatigués? Si je suis un peu rapide, je dis, non, ils sont flemmards. Et en fait, non, je pense qu'effectivement, majoritairement, nous sommes... moi, je n'estime pas être fatigué, mais nous sommes fatigués, plutôt. Effectivement, que flemmard. Et si flemme il y a, je pense que c'est un comportement en réaction
à un manque de sens ou c'est une forme de résistance. Je crois souvent que la flemme est le signe que j'ai pas encore trouvé l'endroit où générer ma motivation et donc du coup mon énergie. Je pense. Voilà. Après, ceci dit, j'avais dit que j'étais moyennement d'accord. Je pense qu'en partie, en tout cas en France, il y a une minorité de personnes qui sont pas si en insécurité que ça et dont on entend beaucoup parler en ce moment et qui nous bloquent les routes. Mes étudiants, ils n'ont pas de train, etc. Bon, voilà, ça reste. Je pense qu'il y a quand même des minorités de blocage dans notre pays. C'est une opinion personnelle, qui font beaucoup parler d'elles en ce moment. Moi, je rencontre quasiment que des gens qui sont globalement relativement contents au travail. Mais je pense quand même que globalement, à la question, je répondrais quand même, nous sommes plus fatigués. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je le vois également chez les jeunes. Vous savez que je suis enseignant et notamment, j'ai des jeunes de 22-23 ans. Je sens une espèce de fatigue comme ça. Tu parlais de l'éducation nationale à l'instant, David. Et ça m'interpelle vraiment. J'ai l'impression qu'il y a une fatigue générale comme ça, presque existentielle. Voilà. C'est pour ça que je voulais qu'on traite aussi ce sujet aujourd'hui. Parce qu'il est prégnant pour toutes les générations et notamment pour celles qui arrivent. Donc, j'espère vraiment qu'en écoutant cette émission, en nous regardant, vous avez pris des notes ici ou là sur le bon côté bénédiction du travail et puis aussi des alertes, que ce soit manager, qu'on soit salarié, qu'on soit futur salarié, qu'on se mette à son compte. Et du coup, la Bible, oui, manifestement, a des choses à nous dire là-dessus, comme d'habitude. Voilà. OK. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour votre indulgence aussi, notamment à toi, Alexandre, qui a zappé son fait contact. Mais quelque part, ça sonnait juste. Voilà, tout est juste. Voilà. OK, à bientôt. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir.